up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais discuter avec un cinéphile, et cinéphile c'est quand même une sacrée personnalité les cinéphiles, et je suis très content parce que Mathieu Alterman est avec moi. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Bonjour Samir, ça va? Bah écoutez, ça va, on pète la forme, donc tout va bien, il fait beau, il y a du soleil. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un livre. Et Dieu sait que chez Microciné, on parle beaucoup de livres autour, axés, qui questionnent le cinéma. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est Femme fatale du cinéma. C'est édité chez Quai des Brunes. Donc, s'il y en a quelques-uns qui ont trouvé le sens de Quai des Brunes, c'est très bien. Et j'ai oublié Femme fatale du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. C'est très important parce qu'on va aussi parler à partir de l'Antiquité, vous allez voir, jusqu'à nos jours. Et on va parler de ça. Alors, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que il faut pas je trouve que personnellement il faut pas s'arrêter au titre et se dire ça va être un livre dans lequel il y a une espèce de fantasme comme ça de l'auteur et quoi que ce soit. Ça peut prêter à confusion, mais ça n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que dès le début j'ai insisté sur le fait que nous avons discuté avec un cinéphile qui est aussi journaliste, chroniqueur, qui a réalisé des documentaires, qui a été directeur artistique. Voilà, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, qui sait exactement comment le faire. Et donc, il est cinéphile et on va voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, quand on ouvre le livre, il y est écrit, donc votre nom, prénom, femme fatale, sublime, dangereuse, désirable, puissante, libre. Et j'aime beaucoup le fait que vous terminiez par ce mot-là qui vient contrecarrer tous les autres mots qui sont arrivés avant. Évidemment. Est-ce que c'était... Alors moi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire un film sur les femmes fatales, c'est que je considère qu'elles étaient plus libres que les autres. Et je fais un vrai distinguo entre femme fatale et ce qu'on appelait bombe sexuelle. Ça n'a rien à voir. Ou girl next door. C'est pour ça que Marilyn Monroe, par exemple, c'est pas une femme fatale. Marilyn Monroe, c'est la girl next door sympa, un peu potiche. Alors qu'une femme fatale, elle est puissante, elle est indépendante, elle peut mettre l'autre en danger. Mais avant tout, pour moi, c'est quelque part une féministe, mais une féministe avec du rouge à lèvres, quoi, finalement. Je ne supportais pas l'idée qu'on puisse penser que d'un côté, il y avait des femmes puissantes, libres, et qui ne faisaient pas attention à elles, qui, sous prétexte d'indépendance, ne voulaient pas du tout épouser le glamour, on va dire, et que de l'autre, il y avait les potiches. C'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense d'ailleurs que la plupart, en tout cas des actrices, même des chanteuses, parce que je parle de musique, qui ont endossé le personnage de femme fatale dans l'histoire de la musique ou du cinéma, étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus féministes que bien des autres. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le paradoxe, la contradiction. C'est qu'il y a des femmes qui ont utilisé des artifices pour se sentir plus libres. Et je prends toujours un exemple qui n'est pas d'ailleurs dans le cinéma, qui est dans la musique. Je pense qu'une Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie, a fait plus avancer la cause des femmes que sa concurrente Patti Smith, qui refusait totalement d'utiliser le look en pensant que ça allait être utilisé par les hommes contre elle. Au final, Debbie Harry a fait plus avancer la société que Patti Smith. Mais sur quels critères vous dites ça? Sur les critères de donner envie à plein de femmes dans le monde de faire de la musique, sur les critères de contrôle de l'image, sur les critères d'indépendance. Voilà, je ne supportais pas l'idée qu'on puisse penser qu'un cliché physique forcément entraînait une soumission mentale au patriarcat. C'est absurde. D'ailleurs, ce livre sort dans une collection de livres plutôt féministes. Et non, abandonnons les clichés, arrêtons de croire que parce qu'une femme utilise des artifices physiques, c'est forcément une abrutie, une potiche, parce que c'est pas du tout le cas. Justement, il faut avoir souvent la force de contrôler ce personnage. Mais alors, quand vous dites par exemple que Marilyn Monroe, c'est potiche, c'est une potiche, en fait, quand vous parlez de femme fatale. Sauf deux films. Voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est quand vous dites femme fatale du cinéma d'hier et d'aujourd'hui, c'est beaucoup. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression, en ayant parcouru le livre, que c'est plutôt des personnages qu'elles ont interprétés. Ce ne sont pas elles. Alors, attention. Ou alors, c'est ça, c'est pour ça que il y a plusieurs cas. Effectivement, parfois il y a le cas où ce sont des personnages incarnés, mais bien souvent le personnage se mêle à la véritable personne, ce qui est le cas d'une Ava Gardner, par exemple.
Ava Gardner est une femme qui était d'une liberté absolue, elle en avait rien à foutre de tout. Elle allait s'installer en Espagne quand on l'attendait à Hollywood. Elle a traumatisé Frank Sinatra, qui s'en est jamais remis. Enfin voilà. Qui lui aussi a traumatisé d'autres personnes aussi, entre parenthèses. Oui, voilà. Et quant à Marilyn, en dehors de Niagara, pour Niagara, on peut estimer qu'elle joue le rôle d'une femme fatale. C'était pas du tout ça. C'était d'ailleurs, ces films étaient rangés, c'était principalement des comédies. Elle a un côté sympa. Elle a un côté, elle est pas dangereuse, Marilyn, dans les films. À part, je vous dis, Niagara et éventuellement Asphalt Jungle. Voilà, c'est ça, pour la Ville d'Or. Voilà, dans la Ville d'Or. Mais c'est pas là d'ailleurs que résidait sa force. C'est d'ailleurs quand elle a fait Asphalt Jungle et Niagara, ça n'a pas été l'explosion Marilyn. On l'a remarqué vraiment à partir des Hommes préfèrent les blondes ou de ces temps de réflexion, parce que ça lui allait mieux. Donc ça m'intéresse moins quelque part, Marilyn. En revanche, il y a femme fatale au pluriel, parce que je pense qu'il y a plusieurs courants. Une Jean Seberg, fin 59 dans À bout de souffle, renverse complètement la tendance. C'est-à-dire que d'un seul coup, les femmes fatales américaines, on les regarde comme des objets de musée, c'est fini. Et après, ça va être les femmes fatales italiennes qui vont complètement réinverser également la tendance. Et puis, une personne qu'on cite, enfin, si on la cite, mais pas tout souvent pour les bonnes raisons, c'est Brigitte Bardot. Je veux dire, Brigitte Bardot, dans Les dieux créés la femme, elle est aux antipodes des femmes fatales hollywoodiennes. On peut même penser que Et Dieu créa la femme est déjà de la pré-nouvelle vague, quelque part. Ça annonce, en tout cas dans la manière de filmer cette héroïne, ce que va être la nouvelle vague 3-4 ans plus tard. Et c'est à ce moment-là que la femme fatale, l'intérêt, il va être en Europe, il va plus être aux États-Unis. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça a été à chaque fois un catalyseur de nouvelles tendances, de nouveaux. Il y a des gens qui regardent pour avoir la mode, ils regardent Vogue. Il fut une époque où on pouvait regarder les films et on pouvait savoir quelle allait être la tendance à suivre. Il y a des gens qui ont cru qu'il fallait suivre toute leur vie Betty Page ou Ava Gardner, qui se sont rendus compte après qu'il y avait Bardot, puis Jean Seberg, puis Monica Vitti, puis ça nous mène à dans la musique des proto-punk comme Nina Hagen, ou dans les années 90, PJ Harvey. Voilà, c'est des leaders. Et moi, j'aime bien ça, le côté leader et surtout indépendant. C'est ce qui me séduit le plus. Par exemple, c'est ce que je dis dans le livre, je suis pas spécialement séduit par une fille comme Gina Lollobrigida, qui finalement, elle a toujours été totalement soumise au code imposé par les producteurs. Et je pense qu'une Sophia Loren est beaucoup plus forte, notamment dans une journée particulière. C'est ça, c'est d'arriver jusqu'ici. Parce qu'elle avait rencontré aussi un producteur qui l'a. Exactement. Mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est cette liberté. C'est cette liberté, c'est faire ce qu'on a envie, jouer avec les codes, faire peur entre guillemets, mais voilà, il faut qu'il y ait plusieurs lectures et plusieurs tiroirs, sinon ça m'ennuie. Alors, c'est un livre très intéressant parce que, en tout cas, me concernant, il y a des choses. En fait, quand j'ai découvert, je vous le dis vraiment en toute transparence, et c'est parce que je vais être transparent que je pense qu'il y aura un dialogue. Et c'est par respect aussi pour ce que vous avez écrit. Et quand je lis Femme fatale du cinéma, je commence un petit peu à on dit tiens, c'est un peu particulier quand même de parler comme ça. Et puis quand on lit le livre, je vous assure, je vais me permettre un truc horrible, mais j'ai envie de vous dire peut-être que ce n'est pas le bon titre, Femme fatale. Et je le dis à celles et ceux qui nous regardent parce que je vous assure que dans le livre, il n'est pas question de ce que vous pouvez imaginer, à savoir une vision très fantasmée. Ça n'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a quand même des gens derrière une caméra. Très souvent, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, quand ils entre parenthèses, quand ils voient leur personnage féminin, à 50%, tout le monde n'est pas George Cukor, par exemple. George Cukor, quand il fait ce fameux film qui s'appelle Woman, où il n'y a que des actrices, même le chien est une chienne dans le film. Je veux dire, il sait ce qu'il fait et il a une manière de les regarder, c'est-à-dire tout simplement sans mettre en avant un fantasme masculin ou quoi que ce soit. Et c'est là où je voulais en venir et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que réellement ces actrices étaient, comme vous dites, libres et indépendantes? Est-ce que et là, je parle vraiment des films, hein. Je ne parle pas dans la vie, même si c'est vrai, comme vous dites, les deux se rejoignent et c'est ce que vous dites très bien dans ce bouquin. Mais ce que je veux dire, est-ce que souvent dans les films dans lesquels ces personnages, ces actrices extrêmement libres, extrêmement indépendants, que ça peut être Rita Hayworth ou alors bien avant Gloria Swanson, d'ailleurs vous l'expliquez, qui est une espèce de femme de businesswoman, mais quand même, est-ce que ce qu'elles jouaient, le comportement qu'elles avaient dans certains de ces films, est-ce que c'était pas peut-être un fantasme aussi masculin?
J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Évidemment, c'est un fantasme masculin, mais elle le savait, donc c'était pas gênant. Je ne pense pas qu'elles étaient esclaves des réalisateurs du tout, puisque de toute façon, en plus aux États-Unis, le réalisateur n'a pas de pouvoir, c'est le producteur qui en a, et le producteur, elle les connaissait toutes bien en amont, bien en amont. Oui, moi je pense qu'elles en jouaient, elles savaient ce qu'il fallait. De toute façon, on ne pouvait pas faire un film féministe en 1928, c'était tout à fait impensable, mais pas parce que c'était trop puissant, c'est juste que les gens n'en voulaient pas. C'est aussi ça, quoi. La société n'était pas du tout là-dedans en 1928. Quoique, est-ce que Betty Boop, c'est pas déjà des prémices de la chose? Mais moi, encore une fois, celle qui m'intéresse, c'est celle qui savait faire le distinguo. Celle qui continuait de jouer les nunuches, entre guillemets, tout le temps, elle m'ennuie. Souvent, j'en parle même pas. Moi, j'aime celle qui, Gloria Swanson, c'est un bon exemple. Elle avait un pouvoir énorme, Gloria Swanson. Énorme pouvoir, une gestion d'image totale. Elle était loin d'être naïve. Très loin d'être naïve. Je pense que dans le cas d'une Eddie Lamar, c'est simple, elle a arrêté. Eddie Lamar, ça l'a gonflé, elle a arrêté, tout simplement. Elle a fait autre chose, et puis elle est venue, elle a eu des problèmes. Moi, je préfère, de toute façon, une femme qui en a marre et qui dit j'arrête, plutôt qui va faire semblant, mais il y a toujours... tu sais, c'est compliqué. Regardez, moi, une de mes préférées, c'est Jean Tierney. D'ailleurs, je vous dis que la plus belle actrice de tous les temps. Mais en même temps, je partage votre avis. Sa filmographie est extraordinaire. Le nombre de chefs-d'œuvre. Je veux dire, c'est pas juste une belle fille dans un film. D'ailleurs, c'est plus Jean Tierney, hein, c'est Laura. Ouais, c'est une belle femme dans des films extraordinaires. Mais extraordinaires. Et Laura, alors vraiment, Laura, on peut difficilement se dire que c'est obéir à tous les fantasmes clichés masculins, parce que c'est quand même un film sur quelqu'un qui est amoureux d'une morte, quoi, quelque part. Et c'est quand même une niche, on va dire. Bon, elle est formidablement éclairée, il y a une musique de folie. Ce qui m'intéresse, c'est un peu, c'est du pré-David Lynch, c'est quand les actrices, comme les acteurs d'ailleurs, ne sont plus ils sont quelque part déshumanisés. Et on est dans un truc purement artistique. On retrouve la même chose chez Jean-Pierre Melville d'ailleurs, où finalement Delon n'était plus quasiment un instrument fétichiste de Jean-Pierre Melville. C'est-à-dire que on est dans une nouvelle forme de cinéma. Laura, c'est incroyable. Enfin, et je pense que Jean Tierney, elle le sait dès le départ, et ça la gêne pas. Elle dit c'est super, je fais un truc d'avant-garde. Elle trouve c'est bien. C'est mieux de faire Laura que de faire tellement de trucs. C'est mieux d'être Laura. C'est plus facile que d'être Jean Tierney que d'être Jane Mansfield. Et oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Est-ce que alors pardonnez-moi, d'un seul coup, il y a le reflet du soleil. Voilà. C'est quelque chose, c'est la réalité, c'est comme ça, donc je m'en excuse. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y a une actrice dans ce livre, alors, peut-être que j'ai mal lu, mais il y en a une que vous ne mentionnez pas, et qui s'appelle, et que vous connaissez, que c'est Frances Farmer. Ah, je l'ai oublié. Ah voilà, j'aurais pas dû l'oublier, effectivement. Et j'étais très surpris, je vous l'avoue, parce que si on a bien une, et qui d'ailleurs a fini assez tragiquement. C'est réellement un oubli, je pensais en avoir parlé, surtout que j'adore son destin, le film biopic qui avait été fait. C'est un oubli de ma part, effectivement. Mais il y a eu beaucoup de coupures en plus, je crois qu'il y a eu pas mal de coupures, et je pouvais pas parler de tout, évidemment. Alors bien sûr, je comprends, et c'est comme on ne pourra pas tout parler dans cette émission, mais pourquoi je vous parle de cette actrice? Parce que il y a quelque chose que que vous analysez dans votre livre, c'est ce rapport au pouvoir. Et je pense que toutes ces femmes, toutes ces actrices libres et indépendantes, il y avait en fait leur combat, c'était finalement, si j'ai bien compris le livre, de faire accepter aux producteurs, un peu aux réalisateurs, que la fiction s'arrêtait dans le studio. Que dehors, c'était plus de la fiction, c'était de la réalité. Alors que les producteurs, eux, plutôt pensaient que la fiction, c'était partout. Ouais, et j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. Oui, c'est exactement ça. Et c'est surtout de montrer qu'on peut être une femme de pouvoir en étant une femme tout court également. C'est essentiel. Moi, une de mes préférées, vraiment, qui pour moi d'ailleurs est la dernière grande star hollywoodienne, c'est Faye Dunaway. Et Faye Dunaway, elle illustre parfaitement ça. Elle est complètement siphonnée, l'interviewer, c'est une torture. Elle a fait ce qu'elle voulait tout le temps, avec une puissance à l'écran, mais de dingue. Le plan qui la révèle dans Bonnie and Clyde, il est fou déjà. Enfin, voilà, quoi. Il y aura plus. Je pense qu'il y aura plus parce que se moquer à ce point-là des clichés en ayant une telle liberté, il y a plus de liberté chez Faye Dunaway que dans 95% des actrices aujourd'hui, de toute façon, qui ont peur. Américaine ?
Américaine ou internationale? Mondiale. Parce qu'elles ont peur. De toute façon, tout le monde a peur aujourd'hui de tout. Faye Dunaway a peur de rien, mais de rien. Et c'est ça que j'adore, c'est extraordinaire. C'est peut-être la dernière actrice à ce point à n'avoir peur, mais de rien. Alors, quand on regarde le sommaire, il est très simple, très épuré. Il y a 4 parties. Il y a Déesse sauvage, c'est à peu près une page, je vous expliquer en gros pourquoi. Il y a De la nuit des temps aux années 50. Ensuite, Nouvelle vague, Nouvelle femme. Ça, on va en parler. On va parler de tout, mais il y a quelque chose. Et puis, il y a Les fatales d'aujourd'hui. Bon. Comment c'est alors, quand on lit c'est plutôt des espèces de textes assez courts sur des actrices qui ont donc, par exemple, dans La nuit des temps des années 50, vous partez des origines au niveau de la littérature, de la poésie, de la musique, pas de la musique, mais plutôt du théâtre, et ensuite, progressivement, vous allez vers le cinéma, et à ce moment-là, vous mettez en avant des personnages, des actrices. Bon, et chaque actrice, vous faites un texte où vous essayez de rendre vivant ce personnage. C'est un peu comme ça que vous faites. Comme cette architecture, cette manière de travailler dans le livre, la thématique, mais aussi l'idée de rester sur des actrices, est-ce que c'était quelque chose qui était une évidence pour vous? En fait, je vous pose la question sur le style, l'architecture et le style du bouquin. Oui, c'était une évidence? Oui, c'était une évidence parce que je me mets à la place de la personne qui ne connaît pas du tout ce domaine et qui a besoin de repères, tout simplement. Moi, je ne fais pas un livre pour les spécialistes, je fais pas un livre pour les cinéphiles quelque part, parce que c'est pas un livre pour les cinéphiles. Il y a des livres beaucoup plus pointus pour les cinéphiles, on détaille. Moi, je fais un livre qui peut être lu par des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui n'ont pas du tout connu l'âge d'or du cinéma, c'est le cas de le dire, et qui arrivent à se repérer, à comprendre qu'au début du cinéma, il n'y a pas de référence, puisque c'est nouveau. Il n'y a pas. Les seules références qui puissent exister sont des références littéraires ou de fantasmes mythologiques ou historiques. Il n'y a rien, en fait. Jusqu'ici. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes fatales dites dangereuses apparaissent dès le début du cinéma, parce que la femme dangereuse est un truc qui fait peur depuis la nuit des temps, dans les années 10, quelque part. Donc, on parle de ça. Et puis, on évolue rapidement, parce que les studios hollywoodiens comprennent qu'il y a un intérêt. Moi la chose un des moteurs, en fait, de ce film, c'est quand j'étais petit, que je voyais Blanche-Neige et les 7 nains, je ne comprenais pas qu'on puisse s'intéresser à Blanche-Neige, parce que pour moi, il était évident que le personnage intéressant, c'était la reine. Blanche-Neige, elle faisait des tartes, elle passait le balai. La reine, elle était sublime, sérieuse devant son miroir, elle dégageait un truc puissant. Je disais, mais c'est dommage, pourquoi on met la lumière sur l'autre qui sert à rien, d'ailleurs, hein, quelque part. Et je me disais, c'est parce qu'il y a un truc... il y a un truc machiste derrière. Et je trouve ça complètement machiste et misogyne de porter au nu Blanche-Neige et de ne pas chercher à comprendre les failles derrière la reine. C'est ça qui n'est pas normal, évidemment. Mais c'est parce que vous pensez en tant que cinéphile, cher ami. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Évidemment, je suis très content de discuter avec quelqu'un qui, derrière lui, pardonnez-moi cette indiscrétion, hein, a une affiche de Podane. Je ne sais pas si c'est Podane ou les vinyles, parce que j'ai beaucoup de disques. Oui. Beaucoup de vinyles, oui, parce que comme je l'avais expliqué, vous travaillez aussi dans... J'ai travaillé longtemps, je ne travaille plus en maison de disques depuis 2008, mais j'ai été pendant 11-12 ans directeur artistique et chef de projet en maison de disques. Voilà, c'est pour ça. Donc, il y a de cela. Alors, ce qui est assez bien, c'est que vous ne commencez pas d'emblée à parler de cinéma. Dans votre livre, vous parlez des antiquités. J'aimerais bien que vous me parliez un peu de cela. Donc, si j'ai bien compris, la notion, le concept, si c'est un concept de femme fatale, ça remonte depuis l'Antiquité, depuis même les divinités, vous dites un peu dans ce genre-là. Bien sûr, parce qu'elles étaient vues comme des sorcières. Tout ce qui est dangereux et qui peut faire tourner la tête à qui que ce soit est vu comme un élément dangereux de la vie. Donc c'est ça qui m'intéressait, parce que finalement, ces actrices après avaient très bien compris toute l'histoire mythologique et littéraire derrière, et se disaient, on tient quelque chose pour quelque part faire peur entre guillemets, et on va pouvoir faire changer les choses en faisant peur aux gens. On ne fait pas changer les choses en tapant sur l'épaule en disant ça va. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer les choses. Et c'est ce que j'admire beaucoup. Je pense qu'à la fois les producteurs, même pas les producteurs, parce que les producteurs ils connaissaient rien, ils faisaient juste de l'argent dans l'histoire. Je pense que les actrices étaient très cultivées, connaissaient véritablement ça, puisque d'ailleurs elles avaient grandi au départ dans un univers sans cinéma, donc on leur racontait ces histoires-là et avaient décidé de se jouer de ces clichés et de ces mythes. C'est comme Halloween, on se déguise, sauf qu'elles l'ont fait devant les projecteurs pour de l'argent, et ça a eu un retentissement mondial. Moi, c'est ce que j'aime vraiment. De toute façon, c'est la méchante qui est la plus gentille. Il y a un film qui montre ça que j'adore, qui est Mogambo. Mogambo avec Ava Gardner et Grace Kelly, où on pense que c'est la brune
qui est forcément la garce, parce qu'elle est un peu plus aguicheuse, et pas du tout. C'est l'autre qui paraissait beaucoup plus lisse, la blonde beaucoup plus lisse, Grace Kelly, qui est au fond beaucoup plus dangereuse. Encore une fois, c'est tous les paradoxes qui m'intéressent. Bah, ça, le fait qu'il y ait des femmes depuis le début du cinéma muet, est-ce que des femmes fatales, je veux dire le personnage de femme fatale, est-ce que c'est lié aussi à l'industrialisation de ce cinéma-là? Là, je parle du cinéma américain, je ne parle pas du cinéma français ou autre. Est-ce que ça a un lien, une connexion forte avec cela? C'est un lien avec l'industrialisation parce que c'est un message qui est compréhensible par le plus grand nombre. Donc, comme on n'est plus dans un truc indépendant de niche, on essaie de trouver c'est-à-dire les méchants doivent être très méchants, les gentils doivent être très gentils, les femmes fatales doivent être très fatales. Et effectivement, c'est lié à l'industrialisation, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. En fait, je vous pose cette question parce que l'évolution du cinéma américain fait qu'aujourd'hui, ou depuis même les années 60, on va dire, ce concept-là de femme fatale n'existe plus, ne peut plus exister. C'était lié, et c'est ça que je veux dire, c'était lié aussi au code de censure et au puritanisme. C'était évident. Quand vous n'avez pas le droit de montrer quoi que ce soit de la nudité ou des gens qui s'embrassent trop longtemps, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez sur le look et sur l'attitude. Parce que vous pouvez faire passer un message érotique, mais qui peut pas être attaquable au niveau du tribunal. C'est comme ça. Vous savez, c'est comme dans les années 90, dans les années 80-90, avec l'arrivée du sida, c'était terrible. On remplaçait les photos avec les filles nues et les gens par des filles qui avaient des cravaches en latex, et ça donnait un truc 10 fois plus sexy, tout en montrant rien, en fait. C'est ça. Femme fatale, c'est comment faire pour déclencher une émotion, qu'elle soit de peur ou d'érotisme ou de fantasme, sans montrer de nudité. C'est ça que je trouve génial. C'est parce qu'il y a le code ACE qui empêche de montrer quoi que ce soit. C'est fabuleux. C'est ce que j'ai mis au départ. D'ailleurs, c'est un livre qui est destiné aux fétichistes de l'impossible. Une femme fatale, on doit se dire que c'est impossible. D'ailleurs, ce qui nous plaît, c'est que c'est impossible. Mais alors, entre l'âge d'or du muet, où vous citez quelques actrices comme Theda Bara, qui est la première réellement femme fatale du cinéma, ou Gloria Swanson, ou d'autres, entre l'âge d'or du muet et les premiers films parlants, donc jusqu'aux années 50, qu'est-ce qui différencie le concept de femme fatale? Est-ce qu'il y a une différence énorme? Non, mais il y a beaucoup de changements qui sont aussi économiques. C'est lié à la crise de 29, tout simplement. Tout, et pas que le cinéma, tout va changer dans le monde et aux États-Unis à partir de 1929. On l'oublie souvent, mais d'ailleurs, il y a un livre génial qui s'appelle La caravane est passée, je crois, c'est le nom du livre, sur l'histoire du cinéma muet, qui fait 1000 pages. On voit les excès déments des comédiens et comédiennes au temps du muet, où c'était des divinités absolues. C'est-à-dire qu'il y avait un star system 1000 fois plus puissant d'ailleurs qu'après. Donc il y a la crise de 29, donc on va se calmer un peu sur les fastes, on va se calmer un peu sur les gens qui prennent des bains de champagne dans des trucs en marbre, enfin, tout ce délire mythologique qui était présent dans le cinéma muet, et on a un cinéma qui va être beaucoup plus en prise avec le réel. Et puis l'âge d'or évidemment du film noir, puisqu'il y a la prohibition, et les films noirs de gangsters américains où les femmes fatales excellent sont directement liés à l'histoire, qui est l'histoire de la prohibition américaine de toute façon. D'accord. Mais alors, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que vous insistez beaucoup à partir des années 30 sur certaines actrices qui ont cette particularité d'être libres parce que ayant fait des études, parce que prenant une forme d'intellectualisme que l'on ne trouve pas en fait dans les années 20, non pas qu'elles étaient bêtes, mais en fait dans les années 20 leur liberté elle le traduisait autrement. Là c'est beaucoup plus cela. Par exemple quand vous parlez de Lorraine Bacall ou Jane Tierney ou même Rita Hayworth, dans un sens il y a une différence comme ça, ou alors Ava Gardner, mais qui est vraiment différente, c'est que, et puis en plus de cela j'ai l'impression que les producteurs et réalisateurs ont compris cela aussi. C'est qu'ils les filment, ils les questionnent autrement. Oui, et puis il y a aussi l'influence de tout simplement la mode de l'époque. Elles ont commencé à voyager, elles sont allées en Europe, elles ont appris ce qu'était l'existentialisme, elles ont commencé à voilà, elles sont le phare de la société. Elles devinent en gros 5 ans avant ce qui va se passer dans le reste de la société. Et effectivement, il y a eu la guerre, il y a eu pendant la guerre des femmes qui se sont battues, il y a eu Carole Lombard qui est morte
un avion. Et donc, après la guerre, les femmes disent, mais attendez, on s'est autant battu, on a résisté, on veut les mêmes droits, il n'est plus question qu'on soit choisi pour représenter des femmes purement soumises à un patriarcat qui n'a plus vraiment lieu d'être. Ça change, oui, ça change. Ça change aux États-Unis, ça change moins en France, bizarrement, à la même époque. Ou alors, ça change en France, mais dans des milieux socialement, voilà, il y a on a plus facilement en France les milieux sociaux en fonction de cette évolution et cette demande de liberté. Alors, je pense qu'aux États-Unis, il touche beaucoup plus de monde, en tout cas un spectre plus large social. Est-ce que le personnage de la femme fatale, pendant de très longues décennies, ça a été un type de personnage exclusivement américain? On va dire jusqu'aux années 50, soit. Non, je pense en France, il y a eu, par exemple, il y a une actrice qui s'appelait Mireille Balin, qui tourne avec Jean Gabin dans Gueule d'amour. Et c'est terrible, Mireille Balin, parce que c'est vraiment une femme fatale, elle est sublimement belle. Et puis, il y a la guerre, elle est collabo pendant la guerre. Ouais. Et elle va être violée par la FFI, mais plus qu'une autre collabo, parce qu'elle jouait des rôles de femme fatale au cinéma. Les gens se disaient, ouais, c'est une salope au cinéma, mais elle a fait des choses épouvantables, on va être encore plus horrible avec elle, et elle est morte quasiment clocharde dans les années 60. C'était Mireille Balin. Mireille Balin était une femme fatale, et c'était en France dans les années 30. Donc non, il y a, mais c'est déjà des très grosses productions. Des femmes fatales aux États-Unis, vous en avez dans n'importe quelle série B, dans n'importe, vraiment, c'est un truc qui est partout. En France, c'était quand même bon, c'est un film avec Jean Gabin, c'est quelque chose avec de l'argent, avec des moyens. On la retrouvait pas dans les films de plus petit budget, qui souvent en France étaient en plus des comédies où il n'y avait pas lieu d'avoir une femme fatale. Alors, quand on arrive dans les années 60 et qu'il y a une nouvelle forme de cinéma qu'on voit en Europe, un petit peu dans les pays d'Afrique, parce qu'il y en a certains qui sont encore colonisés, donc il faudra attendre l'indépendance, mais ça commence à se faire. Est-ce que, et là vous parce que il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs Nouvelle Vague, Nouvelle Femme, qu'on peut dire comment à la fin des années 50, est-ce que ce concept de femme fatale, entre parenthèses, mise en avant dans des films européens, est-ce que c'est aussi le fait que la plupart des cinéastes qui donc font ces films sont aussi des cinéphiles qui ont grandi dans les années 30, 40 avec ça? Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Eux, contrairement à la première génération dite des pionniers, eux, ils ont emmagasiné tous les films. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la différence entre la musique et le cinéma. Dans la musique, vous pouvez être un grand musicien et vous pouvez très bien pas écouter tant que ça de musique. Mais les réalisateurs européens, notamment des années 60, c'était des geeks tarés qui bouffaient de la pellicule, qui avaient tout vu. Les mecs, ils avaient plus vu quelque part que les réalisateurs américains. Ils connaissaient tout. Et il y en a beaucoup qui venaient de la presse. Donc, effectivement, ils ont envie d'apporter quelque chose de nouveau à quelque chose qu'ils respectent par ailleurs. C'est pas du tout quelque chose qui brûle. C'est assez amusant d'ailleurs parce que les Godard, Truffaut, Melville, autant ont essayé de défoncer les films français des années 50 qui jugeaient trop académiques, alors que sur le cinéma américain, ils étaient vraiment c'est d'ailleurs une injustice. Peut-être ils n'ont jamais osé toucher à la statue des réalisateurs américains, alors qu'ils ont un peu piétiné celle de réalisateurs français qui méritaient pas autant de critiques peut-être, mais effectivement, ils ont envie de réinventer en ajoutant leur touche. Et surtout, ils sont en contact avec la rue, ils voient ce qui se passe, ils voient que la société française de 1960, elle est plus du tout, ou européenne, j'entends, n'est plus du tout la même que la société américaine antérieure à 1952. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1952 aux États-Unis et en 1960 en France, la même chose est inventée, c'est l'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescence n'existe pas aux États-Unis, en gros, jusqu'à l'arrivée de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. Et l'adolescence n'existe pas en France, en gros, jusqu'à l'arrivée de Johnny Hallyday et des idoles yéyé en 59-60. Avant, on passait directement d'enfants à adultes. Il n'y avait pas l'adolescence, ça n'existait pas. Sauf qu'après la guerre, on découvre qu'il y a toute une génération de gens on leur donne de l'argent de poche, ils ont besoin de dépenser de l'argent, donc il y a une modernité, donc il y a une attente différente. Et on ne peut pas parler à un ado de 16 ans dans un film qui a envie d'icônes modernes qui lui correspondent, comme si on parlait à un adulte de 30 ans, avec des repères un petit peu plus anciens. Je pense vraiment que la nouvelle vague, si elle arrive à cette époque-là, c'est parce qu'elle ne peut pas arriver 3 ans avant. Elle ne peut arriver qu'à partir du moment où toute une jeune génération, à qui on ne s'adressait pas auparavant, cette jeune génération va enfin consommer des produits culturels, que ce soit de la musique ou du cinéma.
dans À bout de souffle, ce qui est assez incroyable, et dans Une femme est une femme, donc par 2 fois, Godard a une manière de qualifier la femme c'est un langage qu'on pouvait trouver dans les années 30-40. Il y a cette fameuse phrase dans Une femme est une femme où Brialy lui dit « tu es infâme » et Karina lui répond « non, je ne suis pas infâme, je suis une femme ». Donc il y a cela. Et puis dans À bout de souffle, il y a cette phrase de la fin où Belmondo dit à Jean Seberg « c'est une salope », si je me rappelle bien. Dégueulasse, donc, ouais. Dégueulasse, pardon, dégueulasse. Excusez-moi, c'est dégueulasse, tu es dégueulasse. Et elle dit Ouais. qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse. Voilà, donc il y a quand même… et puis c'est un film qui rend hommage au film noir. Qu'est-ce que dans les années 60 et 70, dans le cinéma américain et dans le cinéma européen, comment était perçu est-ce qu'il y avait encore ce concept de femme fatale aguichante, peut-être libre aussi, mais un peu, entre parenthèses, salope, dans ce genre-là, vraiment des clichés qui sont… est-ce qu'il y avait cela ou il y a quelque chose qui a avancé, il y a quelque chose non, ça mute parce que la société, elle a muté également. Changé, on n'a plus besoin d'être super méchante pour faire avancer le truc. On peut tout simplement biaiser, changer un peu. Et d'ailleurs, celles qui vont essayer de conserver ce côté un peu désuet, fatal, elles vont se ramasser complètement. Je veux dire, Raquel Welch, elle était belle, mais sa filmographie, c'est tellement lamentable. Par exemple, vous voyez, il y a rien à sauver. Alors que, comme je disais tout à l'heure, Une feuille de Noël, ça mène à Network, quoi. Et Network, pour moi, c'est une femme fatale, mais pas du tout avec les mêmes attributs et les mêmes accessoires. C'est une productrice de télé, mais je pense que je suis même convaincu qu'une Ava Gardner, encore vivante à l'époque, s'est dit, en voyant Faye Dunaway dans Network, bien joué, quoi. Évidemment. C'est leur petite sœur, hein, c'est leur fille. Elles ont continué qu'est-ce qu'il fallait faire pour être le plus libre possible? Pour être le plus libre possible, il faut toujours utiliser la mode et ce qu'est la société du réel, et puis jouer avec. Donc, quand il y a un énorme problème de sexualité entre les hommes et les femmes parce qu'il n'y a pas de pilule, que c'est terrible, qu'on a le droit de rien, on est obligé d'utiliser certains accessoires, certains attributs. Quand à partir du milieu des années 60, on a enfin la pilule, on est obligé de changer de manière de provoquer, puisque finalement coucher avec quelqu'un n'est plus une provocation, puisqu'il y a la pilule, il n'y a plus d'enjeu de soit se retrouver enceinte, soit voilà. Et c'est à chaque fois ça, c'est le décalcomanie de la société, de toute façon. Dès qu'il y a un problème qui disparaît dans la société, la femme fatale évolue. Comme ça. Et à partir de quand exactement ce concept-là s'est complètement évaporé? Ouais, ça disparaît complètement dans les années 60. Enfin, ça disparaît dans les années 70, en dehors de films, évidemment, encore Faye Dunaway dans Chinatown, parce que c'est un cas où c'est un film qui se passe dans le passé. Mais je pense que oui, les années 70, ça disparaît, ou alors ça revient en clin d'œil. Mais ça va revenir par la musique, de toute façon. Pour moi, le concept de femme fatale revient par le punk, parce que le mouvement punk new-yorkais particulièrement, au CBGB, aux alentours de 75-76, le mouvement punk était musicalement un mouvement nostalgique, en fait. C'était un mouvement qui voulait revenir aux chansons courtes de 2 minutes 30, en opposition au rock progressif qui avait des morceaux de 13 minutes. Et puis, c'était le retour des blouses en cuir, des looks un peu années 50, et puis du danger. Les punks, ils étaient dangereux, quoi, dans une ville dangereuse. Le New York de 76, c'est très, très dangereux. Et ce côté fatal revient par ça. En Angleterre, par Nancy, la femme de Sid Vicious. Aux États-Unis par Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie. Par également les Runaways, où on retrouve John Jett dans ce groupe. Voilà, ça a été vraiment récupéré par la musique. Ça avait été récupéré d'ailleurs visuellement aussi par le groupe anglais Roxy Music, avec Brian Ferry à sa tête, où il réutilisait notamment avec le mannequin Jerry Hall l'image des femmes fatales sur les pochettes. Voilà, c'est vraiment la musique qui a joué de ça, parce que à partir des années 70, les femmes fatales, ça fait partie de la culture, ça y est, elles font partie d'une légende. Donc on peut les réutiliser dans la musique plus que dans le cinéma. Dans le cinéma, oui, je vois pas. Attendez, je sais pas. Non, une Jessica Lange, c'est pas du tout une femme fatale, par exemple, dans les années. Qui d'ailleurs a joué Frances dans le. Oui, c'est absolument très bien. C'est pour ça qu'effectivement, j'aurais dû en parler, parce qu'elle est géniale
dans ce film. Mais je crois que ça a été enlevé parce qu'il me semble que j'en avais parlé. Et puis dans les années 80, ça va être des clins d'œil après, ça va être les méchantes dans les films, en gros, des choses comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais très marqué quand j'étais petit par la méchante dans Superman 2, Ursa. J'étais très marqué également par Roger Rabbit. Oui, qui reprend Véronique Alec, qui reprend les cheveux, la crinière de Véronique Alec. Et même dans la série, il y avait une série de science-fiction qui s'appelait V. Il y avait une méchante qui s'appelait Diana. Je me rappelle, j'étais très marqué. Ou la méchante dans ce James Bond très mauvais qui est Jamais plus jamais. Il y a comment elle s'appelle, Barbara Carrera. Et génial dedans. C'est le seul intérêt du film, c'est que Barbara Carrera, elle est excellente. Elle reprend vraiment la femme fatale. À un moment, elle a un serpent, elle le jette dans la voiture d'un mec qui meurt. Enfin, il y a un truc. C'est la seule chose bien du film, d'ailleurs. C'est Kim Basinger est nul dans Jamais plus jamais, mais Barbara Carrera est géniale. Oui, mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que parlons maintenant d'aujourd'hui. Ça nous concerne. Aujourd'hui, si il y aurait un cinéaste, par exemple, de la trempe je pense à Quentin Tarantino, qui a tendance souvent à utiliser, à revisiter l'histoire dans toutes ses formes, qu'elle soit l'histoire politicienne ou l'histoire cinématographique, ça ne pourrait être qu'une revisitation. Je ne sais pas si ça existe le mot-là, mais est-ce que selon vous, que ça soit en France ou ailleurs aux États-Unis, de réutiliser ce genre de personnage pour définir un canevas, ce serait difficile aujourd'hui. Il faudrait que ça soit plutôt parodique à ce moment-là pour que ça soit accepté. Il faut que soit que ce soit parodique, soit que ce soit un peu déguisé. Prenez la série, le jeu de la dame sur la championne d'échecs. Oui. C'est une femme fatale quelque part. Sauf que c'est complètement, on a complètement remis dans un contexte différent. Bon, ça se passe dans le passé, mais quelque part, l'héroïne est une femme fatale. Elle est très dangereuse, elle fait peur, elle a un caractère complètement imprévisible. En même temps, je pense qu'ils ont joué sur son physique, elle a un côté extrêmement attirant parce que lunaire, c'est un extraterrestre. On peut toujours en biaisant, on peut, soit effectivement ce sera du vintage, soit ce sera complètement d'avant-garde, mais vous aviez déjà ça en 1982 dans Blade Runner, le personnage joué par Daryl Hannah, c'est une femme fatale, sauf que c'est dans le futur, quand elle se fait son maquillage avec une bombe de noir devant les yeux comme ça, c'est un extraterrestre, c'est fatal à partir du moment où on comprend pas de toute façon, à partir du moment où on comprend pas, où il y a un mystère, où on se dit mais putain le mode d'emploi c'est quoi, c'est incompréhensible, ben voilà. C'est ça. Et je pense que ça, on aura toujours envie de toute façon, parce qu'une femme fatale, les hommes sont intrigués, mais les femmes l'aiment bien. Elles aiment bien. C'est pas des ennemis des femmes. C'est ça aussi la force, c'est que les femmes fatales ne sont pas des ennemis des femmes. Elles se disent pourquoi pas suivre cette direction. C'est un peu des guides quelque part. Et puis il y a tout ce mouvement effectivement rétro, une Dita Ventis dès les années 90 remettait au goût du jour des trucs de stripteaseuse des années 40, mais avec un côté rigolo, quoi, qui n'est pas du tout un côté soumis à un diktat, du tout. Et puis, de toute façon, tout revient, hein, tout revient. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que rares sont les réalisatrices qui ont filmé des hommes comme un homme fatal. Oui, je pense qu'on n'est qu'au début des réalisatrices parce qu'aujourd'hui, souvent, on leur confie des projets où elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ah bon? Bah oui, souvent, c'est aux États-Unis, en tout cas, de toute façon, c'est toujours le producteur qui décide. Donc, que ce soit une femme ou un homme qui réalise, ça ne change rien, c'est le producteur qui a le film. Je pense que ça a changé. Hein. Le système de production hollywoodien aujourd'hui a complètement changé. Aux États-Unis, vous pouvez débarquer un réalisateur, la moitié du film, le remplacer, il ne sera jamais cité. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Les sources de financement ont changé, surtout. C'était plus. Mais enfin, vous dites pourquoi on ne filme pas les hommes comme les. C'est ça que. C'est ça. On ne peut pas parce que ça ne peut, malheureusement, le concept de la femme fatale, même si elle est libre, elle est puissante, il naît du fait qu'il y a eu une inégalité malheureuse entre les hommes et les femmes avant. C'est ça, en fait. Évidemment. Le problème, c'est comme alors peut-être qu'on va passer une ère où les hommes seront peut-être moins bien traités que dans 150 ans, on pourra faire des trucs sur eux. Mais effectivement, ça naît du fait qu'elles ont subi la discrimination des femmes pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et je dis des siècles, c'est beaucoup plus que ça même.
elles jouent d'une liberté nouvelle, elles jouissent d'une liberté nouvelle qui fait suite à des années d'oppression. Comme les hommes n'ont pas été opprimés de la même manière, on ne peut pas filmer des hommes fataux, c'est tout. Donc imaginez que nous vivions dans une société où effectivement l'homme aurait une position inégale face à la femme, on aurait donc… Mais il y a un film, j'aime bien, il y a un film des années 60 qui est La machine à remonter le temps, le film de Georges Opal de 1960, où on filme l'humanité bien plus tard et on voit des gens, hommes comme femmes, totalement asservis aux Morlocks qui sont les méchants dedans. Et malheureusement, je pense qu'on peut aller vers ça. Je pense que s'il n'y a plus de critiques, s'il y a une soumission totale à tout totalitarisme, on peut avoir une société totalement asservie. Et c'est affreux. Et c'est ce que ce film montre de manière complètement improbable en 60. Peut-être que malheureusement, ça peut annoncer un futur terrible. Et là, il n'y aura plus de différence entre hommes et les femmes. On sera tous maltraités de toute façon. Bon, en tout cas, on ne pouvait pas tout dire et j'espère qu'on a essayé au moins de dire un peu l'essentiel qui est le plus important. C'est Femme fatale du cinéma. Il y a juste un truc que je voudrais rajouter. La chose que je voudrais rajouter, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « mais c'est terrible à Paris, dès qu'on met même une jupe ou même dès qu'on a les lèvres rouges, on se fait emmerder dans les rues par des mecs, tout ça. » Et j'ai fait aussi ce livre-là parce que ça, c'est plus possible. Je veux dire, il y a un moment, il faut que les gens comprennent qu'on s'habille comme on veut, on se loue comme on veut. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ou pas. Il faut vraiment… c'est insupportable. Il n'est pas normal que dès qu'une femme veut avoir l'air d'une femme, elle se fasse ennuyer dans les rues de Paris, même en pleine journée. C'est un truc que les actrices dont je parle n'auraient jamais pu imaginer qu'il existe encore en 2021 ici. Et donc, moi, mon truc, c'est que je me dis, si demain, toutes les femmes se lookent comme elles veulent, elles ne seront plus emmerdées parce qu'elles ne seront plus une surprise pour la personne dans la rue un peu perverse qui voit ça, parce qu'il y en aura partout. À partir du moment où il y en a partout, il n'y aura plus d'agression possible. Puisque ce qui dérange les gens, c'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc j'encourage tout le monde à être fatal, comme ça ils seront peut-être moins embêtés dans les rues parce que c'est insupportable. Ça existe, ouais, et malheureusement, ça existe aussi un peu. Ça existe aussi malheureusement d'autres sociétés ailleurs aussi. Donc c'était Mathieu Alterman, c'est Femme fatale du cinéma d'hier ou d'aujourd'hui, et c'est édité au Quai des Brunes. Merci beaucoup en tout cas. 42 minutes où on a beaucoup discuté. Merci beaucoup à toi, merci. Et surtout, je vous remercie d'avoir, accepté. C'était pas des critiques de ma part, mais c'était vraiment des questionnements. Mais et je suis très content qu'il y ait eu ce dialogue. Mais vous avez raison. En plus, ceci dit, le titre, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est l'éditeur. Et à un moment, on l'a changé en plus le titre. Au départ, c'était Femme fatale tout court. On a rajouté du cinéma avec une autre couve pour être vendu dans les rayons de cinéma des librairies. Mais c'est très compliqué. Vous avez ce problème-là. C'est comment faire pour avoir un titre qui est susceptible de provoquer une vente dans un rayon particulier. C'est tout un casse-tête. Hein. Parce que si vous faites un livre en disant les femmes libres ou je sais pas quoi, vous êtes dans le rayon sociologie. Sur un livre qui parle que de cinéma et de musique. C'est embêtant. C'est compliqué. Rita Hayworth dans Gilda. Et 20 Rita Hayworth. Ouais. En tout cas, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait Orson Welles dans La Dame de Shanghai. Il l'a complètement… Même si la force de Rita Hayworth dans Gilda, c'est qu'elle l'aime vraiment. C'est ça le vrai truc. Elle l'aime vraiment. C'est une femme fatale, mais au fond, elle triche pas tant que ça. Et ben voilà, ça sera sur ces mots-là qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Je répète encore, Femme fatale du cinéma d'hier et d'aujourd'hui, c'était Mathieu Alterman. C'est Quai des Brunes. Et j'étais très content de discuter avec vous. J'espère qu'on se retrouvera ailleurs. En tout cas, ça me fait plaisir. Et tout, bien évidemment, il y aura un lien dans le descriptif de cette vidéo qui renverra à la page où vous pouvez vous procurer ce livre. Et voilà. Un cadeau de fête des pères et de fête des mères impeccable. Impeccable. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, histoire de dire que ça peut un peu monter le truc. En tout cas, j'étais très content. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. À très vite. Et on s'est reparti pour un générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and